J'aimerais qu'on s'arrête sur la situation à Gaza et les mots très forts de Médecins sans frontières dans son communiqué. Vous dites, on assiste en direct à la création des conditions pour une éradication des Palestiniens à Gaza. Outil d'extermination, ce blocus, ce sont les mots de Médecins sans frontières. Oui, tout à fait, ce ne sont pas des mots choisis au hasard. Ça fait presque 20 mois qu'on est sur le terrain avec des équipes internationales, mais qu'on travaille aussi avec plus de 2000 Palestiniens. Et tous les jours, depuis de nombreux mois et ces derniers temps, de fait de la situation est dramatique, on voit la nourriture se réduire. Donc aujourd'hui, pour vous donner une idée, ça paraît peut-être un peu anecdotique, mais nos équipes internationales aujourd'hui n'ont la possibilité de se nourrir qu'une seule fois par jour. Mais nous, on a les moyens d'acheter la nourriture. Notre personnel national, c'est beaucoup moins que ça. On les aide, ils trouvent un peu de riz. Nos patients, c'est très très compliqué. On prend en charge beaucoup de brûlés et aujourd'hui, ils cicatrisent très difficilement parce qu'ils n'ont plus à manger. Donc on assiste depuis des mois et des mois à des meurtres, à des meurtres en masse de la population générale, des enfants, mais aussi à la destruction de tout ce qui fait qu'il est possible de vivre à Gaza. Aujourd'hui, c'est plus possible de vivre à Gaza. Et on voit les photos qui sont envoyées, que vous nous avez transmises, des photos envoyées par les équipes de Médecins sans frontières qui sont sur place. La nourriture ne rentre plus. Mais il y a aussi Bernard très Guetta peu d'eau. disait il y a un instant sur la nourriture, le problème c'est que là ça fait 75 jours que toute l'aide humanitaire, le ravitaillement, tout ça c'est bloqué. Les stocks sont en train de diminuer. Vous disiez d'ici une semaine à 15 jours potentiellement on pourrait rentrer dans une famine. Mais disons que ce que l'on voit sur le terrain, c'est que le nombre d'enfants, c'est toujours les enfants les premières victimes. Donc là, les enfants atteints de malnutrition, le nombre augmente tous les jours, tous les jours, tous les jours. Bien sûr, bien sûr. Le nombre augmente. Je voyais les chiffres que vous donniez, un quart des enfants souffrent de malnutrition aiguë. Un quart, on a dit qu'il y avait une augmentation de 30% parmi les enfants qu'on prend en charge. La vérité, c'est que c'est aujourd'hui très compliqué de donner des chiffres précis de nombre d'enfants malnutris vu le chaos aujourd'hui dans Gaza. Ce que je voulais dire aussi, c'est qu'il y a pas assez d'eau. Ça, c'est quand même aussi condition de vie. Pas assez d'eau. Nous, on est Médecins sans frontières, on est le deuxième fournisseur d'eau de Gaza. On estime que d'ici maximum 2 semaines, on devra choisir à utiliser notre essence, le fuel qu'on a encore, ou pour donner de l'eau, c'est-à-dire on utilise le fuel dans des centrales de dessalement. On devra utiliser l'essence ou pour l'eau ou pour maintenir nos hôpitaux fonctionnels. Donc vous voyez dans quoi on Donc vous rentre. êtes en train de dire qu'il y a une urgence humanitaire qui est vitale là, pour la population. Ah mais c'est évident, mais c'est plus une urgence humanitaire. Oui, c'est une crise absolument massive dont les conditions ont été mises en place par Israël Mais c'est ça, parce que vous dites que c'est un blocus depuis des mois. qui est volontaire, qui est délibéré. Pour vous, c'est quoi ce blocus? C'est une façon de forcer la population à quitter Gaza? Il y a plusieurs choses. Il y a ce blocus qui est en place. Il y a les annonces du gouvernement israélien d'envahir, de prendre, d'entrer dans le nord de Gaza, donc de pousser de nouveau toute la population du nord de Gaza vers le sud. Ça, c'est en train de commencer. Nous, cette semaine, en face de notre clinique, il y a eu un bombardement. En face, à côté de notre maison, 15 minutes avant que notre maison soit bombardée, on a été prévenus. On a été prévenus 15 minutes avant que notre maison allait être bombardée. Notre clinique, on n'a pas été prévenus. On a reçu des ordres d'évacuation aujourd'hui de Gaza City. Donc les mouvements forcés de population vont recommencer. Ça, c'est une chose. Le siège, les mouvements de forcés de population, et puis l'annonce de ce plan complètement dingue où l'aide humanitaire, pas l'aide humanitaire en fait, l'aide, la nourriture, ça n'a rien d'humanitaire. L'aide va être utilisée pour déplacer les populations de Gaza, pour les trier. Et, et on sait que tout le monde ne recevra pas à manger. Dans le plan, tout le monde ne va pas recevoir à manger. Et on voit ça comme une première étape vers une déportation de la population, d'abord vers le sud, mais pourquoi pas aussi après en dehors. Donc tout ce plan, Un et exil puis il est forcé. assez clair, il est annoncé par les autorités Et c'est pour ça que vous israéliennes. parlez d'outils d'extermination. Encore une fois, ce sont des mots extrêmement forts que Et vous employez. de la société palestinienne, les populations, donc plus de 50 000 personnes ont été tuées. Mais c'est la destruction de ce qui fait la vie, c'est la destruction de la société, c'est la destruction
vous le savez, des archives, des cadastres, l'intégralité du système de santé a été touchée par des bombardements ou des invasions ou des intrusions de l'armée israélienne. 100% des hôpitaux ont subi des attaques de l'armée israélienne. Donc on a Et quand on des dit hôpitaux, ouais. éradication, ça veut dire qu'ils veulent que la population soit expulsée de Gaza, Par que les Gaza. pays, pour forcer des pays arabes à accueillir des Palestiniens, et on sait que là c'est très difficile, parce que de toute manière c'est la solution à deux États qui est prônée et qui a été prônée à un moment par certaines autorités israéliennes. De toute manière, elle est complètement hors jeu, celle-là, en ce moment. Et Elle est on, hors on- sujet. et on verra les solutions diplomatiques, parce qu'encore une fois, il y a une pression internationale qui s'accentue. On a entendu les mots Oui, notamment mais si vous d'Emmanuel prenez, si vous Macron. prenez Ouais. ce qu'a dit encore Trump aujourd'hui, ça revient à ça aussi. Hein, parce que le projet qu'il a, Alors, justement, on va le l'écouter, projet Donald Trump. qu'il a est un projet qui n'est pas très Alors- éloigné du premier alors- projet qu'il nous avait montré. Alors, on va hein. l'écouter, on en parle juste après. Nous travaillons d'arrache-pied sur Gaza, qui est un territoire où règne la mort et la destruction. Les États-Unis s'impliquent pour en faire une zone de liberté, une vraie zone de liberté. Vous disiez tout à l'heure, Bernard Guetta, il y a une bascule chez Donald Trump. Il est en train de tourner le dos à Benjamin Netanyahou, mais dans le même temps, on se rappelle qu'il y a quelques semaines, il avait parlé de faire de Gaza la Riviera du Moyen-Orient. Là, il redit sensiblement la même chose. Il dit on Je va ne crois prendre pas. Gaza. Je ne crois pas qu'il On va redise- prendre Gaza, nous les États-Unis, on va Je prendre ne une zone crois de pas qu'ils liberté. redisent la même chose, parce que une zone de liberté, ce n'est pas cette idée complètement loufoque et en vérité totalement obscène de Gaza Riviera. Une zone de liberté, c'est une zone dans laquelle il n'y a plus l'occupation, dans laquelle Oui, mais il n'y il a dit quand plus- même on va prendre, nous les États-Unis, comme si c'était un bien qu'on s'accapare comme Écoutez, ça. moi, je m'en tiens aux Ouais. faits. Je m'en tiens aux faits. Et il Et tourne pas à le la dos. forme. Il tourne le dos. Pas ce qu'il dit, certainement pas. Je m'en tiens aux faits. Il tourne le dos à Netanyahou. La politique de Netanyahou vise aujourd'hui deux choses. Premièrement, convaincre le maximum possible de Gazaouis d'abandonner Gaza parce qu'ils n'auront plus à manger, ils n'auront plus à boire puisqu'il n'y aura plus d'eau, ils n'auront plus de moyens de survivre. Et deuxièmement, essayer plus encore, parce que c'est déjà le cas, de retourner la population de Gaza contre le Hamas. Ça, ce sont les deux objectifs. C'est pas l'extermination de la population de Gaza. Ça, c'est une exagération. C'est une caricature. Mais en Et c'est revanche, l'exil forcé de la population. c'est l'exil forcé, le retournement de la population contre le Hamas. Mais ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Et les Américains et Trump commencent à en être conscients. Et en vérité, ils voudraient imposer depuis maintenant 48 heures un tout autre plan, enfin largement différent à Netanyahou, qui dit non. Qui s'oppose à Trump. On est dans une situation aujourd'hui de conflit ouvert qui n'est pas déclaré publiquement, mais qui se joue en coulisses avec une violence incroyable. Il y a un élément intéressant aussi qui est en train de se passer en ce moment, Ulysse, c'est que Donald Trump est en tournée au Moyen-Orient. Quand on voit les étapes de cette tournée, il est allé en Arabie Saoudite, au Qatar et aux Émirats Arabes Unis. Mais pas d'étape Et voilà. en Israël. Est-ce que ça traduit effectivement cet éloignement de Donald Trump vis-à-vis de Benjamin Netanyahou? Oui, c'est incontestablement un message envoyé à Israël. Attention aux étapes surprises aussi, parce qu'il peut changer d'avis et faire quand même une étape en revenant aux États-Unis. On verra. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'il y a un froid, mais le froid n'est pas fondamentalement sur Gaza. Le froid et le désaccord profond, il est sur l'Iran. Pourquoi ? Parce que les Américains et Donald Trump veulent négocier un accord sur le nucléaire iranien. Et les négociations vont bon train. Et ça, évidemment, Netanyahou n'en voulait pas. Il était plutôt partisan d'une guerre contre l'Iran et de la destruction, militairement parlant, de toutes les installations nucléaires iraniennes. Donc sur ce point iranien, il y a vraiment une crise entre Netanyahou et Trump que l'on a vu dans le bureau ovale, où lorsque Trump a répondu aux questions sur l'Iran, Netanyahou était évidemment pas au courant et surtout pas d'accord avec lui. Alors sur Gaza, c'est vrai que le terme employé par Donald Trump est différent de celui d'avant, mais globalement, c'est pas un exil forcé, c'est un déplacement de population qui s'apparente à un crime de guerre. Et ça, les Américains, pour l'instant, même s'ils sont en désaccord avec cette idée, ce qui reste à prouver,
ils n'ont pas pris de mesures contre Israël. Les armements continuent d'arriver, le financement des moyens militaires d'Israël est toujours là. Donc il n'y a aucune mesure, je dirais, concrète qui serait un signal beaucoup plus fort qu'un simple froid entre les deux hommes. Il y a quand même une volonté d'agir ensemble pour faire de Gaza un nouveau territoire. Donc Trump parle d'un territoire de liberté que les Américains pourraient prendre, ce qui est évidemment très surprenant, mais ça voudrait dire effectivement le départ de 2,4 millions d'habitants. Dernière chose qui est quand même très importante, c'est qu'il y a effectivement Trump au Moyen-Orient, mais il y a aussi les Européens qui se réveillent. Alors bien sûr, il y a Emmanuel Macron qui parle d'une honte en faisant référence à ce qui se passe à Gaza, mais il y a surtout des pays comme l'Italie et surtout comme l'Allemagne qui pour la première fois hausse le ton et dénonce une crise humanitaire absolument inacceptable. Or l'Allemagne, c'est un pays qui a fait de la survie d'Israël une cause d'État et qui donc est très proche d'Israël et qui jusqu'à présent a très peu condamné ce qui se passe à Gaza. Et pour la première fois, le chancelier allemand, le nouveau chancelier allemand a dit stop, ça suffit. Donc on voit qu'il y a cette pression des Européens et qu'il y a effectivement des opinions publiques en Europe, des personnalités juives françaises comme par exemple Anne Sinclair, la journaliste, comme le rabbin Erviller, qui ont dénoncé ce qui se passait à Gaza. Et il y a une vraie fracture. Et dernier point, aujourd'hui, en Israël, il y a 65 ex-otages qui ont été libérés par le Hamas, qui ont adressé une lettre au Premier ministre Netanyahou en lui demandant de faire l'impossible pour libérer les otages qui restent prisonniers du Hamas. Netanyahou ne veut pas l'entendre et il se prépare donc à une offensive très, très importante à Gaza pour, entre guillemets, achever le travail et éradiquer malgré la pression internationale. Donc c'est là où on verra si le désaccord avec Trump est profond ou pas. Est-ce que les Américains empêcheront cette nouvelle attaque contre le Hamas avec des moyens très importants pour, je dirais, faire table rase de ce qui se passe à Gaza? Est-ce que ce sera suivi d'actes, effectivement, ce froid entre Donald Trump et Benjamin Netanyahou? J'aimerais qu'on s'intéresse à cette bascule du côté des États-Unis. Raphaël Grabi, vous nous avez rejoint parce qu'on voit que l'opinion elle-même est en train d'évoluer sur ce sujet avec une image assez surprenante. Hier soir, en pleine audition parlementaire, des militants de la cause palestinienne ont fait irruption au Congrès et parmi eux, le cofondateur de Ben & Jerry's. Oui, Ben Cohen, le cofondateur de la célèbre marque de glace, qui est en fait un militant de la gauche américaine de longue date, militant de la cause palestinienne. Et hier soir, il a fait irruption en pleine audition de Robert Kennedy, en pleine audition parlementaire du ministre de la Santé, avec un message adressé à l'administration Trump, je cite, « Arrêtez de financer les bombes israéliennes plutôt que de couper dans le budget de santé des Américains ». Regardez, c'était hier soir. Members of the audience are reminded disruptions will not be permitted while the committee conducts its business. Capitol Police are asked to remove the individuals from the hearing room. Oui, donc un appel de Ben Cohen à la fin du soutien militaire américain et oppression justement, à davantage de pression pour établir l'aide humanitaire qui ne parvient plus à Gaza depuis le 2 mars. Je cite ce qu'il a dit aussi, ce qu'il a déclaré par la suite. Il faut qu'il laisse rentrer la nourriture à Gaza. Il faut qu'il nourrisse les enfants qui crèvent de faim. Parce que sur le fond, les États-Unis restent le principal soutien financier et militaire à Israël. Oui, un soutien massif, systémique, historique. J'ai repris les données des soutiens, des montants financiers de l'aide militaire américaine depuis la Seconde Guerre mondiale. Vous voyez apparaître à l'écran, Israël est de très loin le pays le plus aidé militairement au monde par les États-Unis. Il est à 228 milliards de dollars depuis donc la Seconde Guerre mondiale, 1946, suivi de l'Afghanistan, le Vietnam, évidemment, ça remonte à la guerre du Vietnam, l'Égypte et l'Ukraine plus récemment avec 71 milliards de dollars. Et le sujet n'est évidemment pas que financier, il y a une vraie évolution dans le soutien des Américains à Israël. Oui, il y a une vraie bascule dans l'opinion publique américaine et je voudrais citer ce sondage Gallup qui, tous les ans, évalue le soutien de l'opinion publique américaine aux Israéliens ou aux Palestiniens depuis 2021. Vous voyez les courbes, c'est assez impressionnant. La question, elle est simple. Soutenez-vous davantage les Israéliens ou les Palestiniens? Le total, ça fait jamais 100 parce qu'ils ne prennent pas ceux qui ne se prononcent pas. Donc, en février 2025, la dernière édition, et pour la toute première fois depuis 2001, moins de 50% des Américains soutiennent davantage les Israéliens. 46%, on était à 62% il y a 10 ans, et désormais 33% des Américains soutiennent davantage les Palestiniens, c'est le double d'il y a 10 ans, et en fait cette bascule, elle se fait pas du tout chez les républicains, c'est très stable, soutien massif pour les Israéliens, par contre il y a une bascule totale chez les démocrates. Il y a 10 ans, 53% des démocrates soutenaient davantage les Israéliens, désormais ils sont seulement 20%
40% qui soutiennent davantage les Israéliens et 60% soutiennent davantage les Palestiniens. Donc, quand vous parlez de pression, il y a la pression diplomatique, il y a aussi la pression de l'opinion publique. Et si vous me permettez un point de plus, la bascule est particulièrement spectaculaire chez les Juifs américains, qui sont massivement des électeurs démocrates, à plus de 70%, près de 75%. Et je crois que maintenant, la moitié des électeurs juifs américains se prononcent très 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 durement contre la politique de Netanyahou. Et d'une manière générale, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que Netanyahou est totalement isolé. Il est totalement isolé en Israël, par rapport à l'opinion publique israélienne. Il est totalement isolé par rapport à l'ensemble des capitales européennes. Et je peux vous dire, comme député européen, que je vois l'évolution du Parlement européen, le sentiment général, c'est absolument spectaculaire. En un mois, je ne dirais pas c'est un retournement, mais c'est vraiment un basculement très très fort au Parlement. Et dans pratiquement toutes les capitales, y compris Ulysse le disait, et il avait raison de le souligner, notamment à Berlin, il y a une évolution très très forte. Non pas un point, Bernard, sur l'aide humanitaire. C'est vrai que toutes les organisations traditionnelles, entre guillemets, connues, et les Nations Unies sont accusées par Israël de vouloir entretenir le système qui a permis au Hamas de prospérer, en utilisant l'aide, les hôpitaux, les écoles, pour continuer à maintenir ses activités. Mais ce que fait aujourd'hui Donald Trump en liaison avec Israël, il propose de créer une nouvelle façon d'acheminer l'aide avec une ONG, une organisation non gouvernementale, qui est différente de celle des Nations Unies ou de Médecins sans frontières et autres. Et ce qui, évidemment, provoque... qui fait bondir les ONG... la colère des ONG traditionnelles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une volonté de contourner le système des Nations Unies, c'est ça qui est important, au profit de nouvelles organisations qui préfigurent l'avenir de Gaza, entre guillemets, sans le Hamas. Ulysse, j'ai une nuance. Ce qui est important, pardonnez-moi, juste une phrase. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que les Américains, y compris Trump, disent il faut aujourd'hui faire rentrer de la nourriture à Gaza. En contournant l'ONU. Oui, mais alors attendez, j'aimerais bien avoir une explication sur cette ONG. Et contre Netanyahou. C'est ça qui est fort. Mais Isabelle de Fourny, pourquoi les ONG s'inquiètent de cette initiative ? Mais j'ai essayé de l'expliquer au départ, mais je n'étais pas suffisamment claire. Bon, d'abord, cette fondation genevoise qui s'appelle Gaza Humanitarian, etc., n'a rien d'une organisation humanitaire. Ça il faut quand même être très clair, quoi. Malgré les déclarations, etc., le plan, ce que cette organisation veut faire, qui est le plan en fait d'Israël et des États-Unis aussi, c'est d'utiliser ce qu'on pourrait appeler des secours, c'est d'utiliser de la nourriture pour faire plusieurs points de distribution de la nourriture, pour faire bouger de force la population vers le sud et pour pouvoir screener, trier cette population qui a droit à de la nourriture, qui n'a pas droit, sans doute pour utiliser ceux qui suspectent. Ça fait partie du plan israélien et c'est pour ça que c'est dangereux, effectivement, pour l'ONU et pour les organisations comme Médecins sans frontières. C'est pas dangereux pour nous. Ce n'est pas dangereux pour nous. C'est un plan qui est voué à l'échec. Si vous voulez, c'est un espèce de mélange du ponton de Biden et du massacre de la farine. C'est un plan qui est voué à l'échec, qui ne va pas fonctionner, qui est une utilisation de l'aide pour trier les gens, pour les déplacer de force, pour les enfermer. Le plan, c'est vraiment l'enfermement d'un certain nombre de personnes qui auront droit à de la nourriture. Donc ça n'a rien d'humanitaire. Et ça, c'est un scandale. Et c'est normal que tout le monde le refuse. La deuxième chose, quand même très importante, il n'y a jamais eu de preuve des détournements massifs par le Hamas de l'aide humanitaire. Nous, toute l'aide qui rentre à Gaza, jamais une fois on a eu des camions pillés et de l'aide détournée. On nous a pas pris notre aide, y compris pendant toute la période de paix. Et il n'y a pas de preuve de ça. C'est des allégations, mais il n'y a pas de preuve de ça.